prise par les Russes au mois de novembre de 701 km², ce qui en fait la plus grande progression territoriale depuis un an. Alors, dans ces 701 km², il y a effectivement la ville de Pokrovsk et la ville de Volchansk. Alors, la ville de Pokrovsk, les Ukrainiens, effectivement, nient qu'elle soit tombée. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Charles Danjou, président d'Omerta, en direct depuis Moscou. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à Moscou pour suivre les négociations entre Américains et Russes, pour couvrir aussi cette guerre sur le terrain. Avant de démarrer, pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est très important pour le référencement, et à tous, likez, partagez, commentez cette vidéo. Abonnez-vous aussi à l'ensemble des réseaux sociaux d'Omerta, au compte X, au compte Instagram, au compte TikTok. Tous les liens sont en description de cette vidéo. L'autre annonce très importante en cette période de fin d'année, si vous souhaitez que l'argent de vos impôts n'aille pas dans les poches d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky, alors c'est le moment de faire un don défiscalisé à Omerta. Pour un don de 100 €, avec l'abattement fiscal, vous ne payez en réalité que 34 €. Et c'est essentiel pour Omerta, car notre média, notre équipe ne bénéficie d'aucune subvention publique. Et nous sommes les seuls, mainstream ou non, à ne pas nous contenter de commentaires abstraits depuis un studio à Paris, mais à couvrir cette guerre depuis quasiment 3 ans sur le terrain, à intervalles très réguliers, et à vous ramener les images qu'aucun autre média ne vous ramènera jamais. Donc nous avons besoin de votre soutien. Tous les liens sont en description de cette vidéo, et par avance, un très grand merci. Pour commencer cette émission, les Ukrainiens démentent la prise de la ville de Pokrovsk. Cette ville est-elle réellement tombée ? Oui, alors c'est une question qui est très intéressante. D'abord, il faut souligner un chiffre que nos auditeurs peuvent aller vérifier sur des sites, d'ailleurs des sites américains, comme le site de l'Institut pour les études de la guerre, l'ISW, et qui confirme la prise par les Russes au mois de novembre de 701 km², ce qui en fait la plus grande progression territoriale depuis un an. Alors, dans ces 701 km², il y a effectivement la ville de Pokrovsk et la ville de Volchansk. Alors, la ville de Pokrovsk, les Ukrainiens, effectivement, nient qu'elle soit tombée. Quand on regarde le détail de la carte et des opérations, on voit que cette ville est tombée et qu'aujourd'hui, les Russes, je pense, terminent le nettoyage des caves, des souterrains et des immeubles dans lesquels sont encore stationnés quelques dizaines de soldats ukrainiens, mais la ville est bien sous le contrôle des Russes, ainsi que la ville de Volchansk. La ville de Volchansk, elle est située sur le nord du front, entre les régions de Koursk et de Belgorod. C'est une ville sur laquelle les Russes se sont accrochés depuis plus d'un an maintenant. L'objectif sur ce front nord, c'était de mobiliser des réserves ukrainiennes afin de les empêcher de rejoindre le Donbass, notamment la ville de Pokrovsk. Et on sait que les réserves ukrainiennes, elles sont très largement épuisées. D'abord parce que les Ukrainiens ont mené une offensive dans la région de Koursk qui leur a coûté très cher, pour au final s'en faire dégager par l'armée russe. D'autre part parce que ce front de Volchansk, les Ukrainiens, souhaitant bloquer une éventuelle avancée russe vers Kharkov, y ont envoyé des troupes qui auraient été très utiles, non seulement à Pokrovsk, mais sur d'autres secteurs du front. On pense évidemment à la ville de Konstantinivka, mais aussi au front de Dnipro, où ces troupes font cruellement défaut. Ce qui est à noter pour la ville de Pokrovsk, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde attentivement ce qui s'y passe, les Russes sont en train de faire ce qu'on appelle un nettoyage des caves et des immeubles, dans lesquels sont encore retranchés certainement quelques dizaines de soldats ukrainiens, mais qui n'ont absolument aucune perspective ni de percer vers les lignes de leurs camarades ukrainiens qui sont plus à l'ouest, ni évidemment de pouvoir opposer une résistance à l'armée russe. Donc aujourd'hui, sur ce secteur de Pokrovsk, il reste dans l'agglomération de la ville une ville qui s'appelle Mirnograd, et dans laquelle sont encore encerclés 1 à 2 000 combattants ukrainiens qui n'ont là aussi absolument aucune chance de pouvoir rejoindre les lignes ukrainiennes qui se situent bien à l'ouest après Pokrovsk, et d'autre part qui n'ont évidemment aucune chance
de résister à l'armée russe, car encerclés, ils ne peuvent recevoir ni vivres ni munitions. La question, alors que je dirais la prise de Pokrovsk ne fait plus débat, c'est de savoir pourquoi l'armée ukrainienne dément la prise de la ville. Et là, on retombe sur les fondamentaux de la communication ukrainienne depuis le début de la guerre, c'est-à-dire de minimiser les pertes ou carrément de nier la prise de territoire par les Russes. Alors, pourquoi ils font ça ? D'abord parce que ils doivent certainement considérer que plus le mensonge est gros, plus ça passe. Je dirais ça, c'est un classique. Mais aussi parce qu'il faut rassurer les opinions publiques occidentales qui, depuis plus de 3 ans et demi, payent pour le soutien à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne. Et évidemment, il est toujours plus difficile pour quelqu'un qui enchaîne les défaites d'expliquer qu'un jour il va gagner et qu'il faut continuer à le soutenir. Parce qu'il faut aussi le dire, le soutien européen à l'Ukraine, il se chiffre en centaines de milliards d'euros. Voilà, donc en ce moment, là on est encore une fois dans de la pure propagande qui ne tient pas compte de la réalité, qui d'ailleurs la manipule et use vraiment un mensonge, je dirais, pur et simple. C'est d'expliquer que cette ville n'est pas tombée et que, voire même que les Ukrainiens pourraient la reprendre. Donc évidemment tout cela est faux et on le dit déjà depuis plusieurs semaines. Quand sur les plateaux mainstream on expliquait que cette ville allait résister et que les Russes finalement avec leur grignotage se cassaient les dents sur les défenses de Pokrovsk, tout ça était faux. Il faut bien comprendre que le tempo de cette guerre avec l'apparition des drones, il est lent. Il est d'autant plus lent que ces zones urbaines industrialisées ne rendent pas possible des assauts je dirais classiques qu'on a pu connaître dans l'histoire, dans des guerres conventionnelles. Aujourd'hui, les drones plus l'enchevêtrement d'immeubles et d'usines font que pour économiser les troupes, pour se préserver de pertes importantes en hommes et en matériel, les Russes doivent y aller avec parcimonie. Et pour ceux qui connaissent le film, qui ont vu l'excellent film de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, on est exactement dans cette logique de corps franc, c'est-à-dire des assauts de bâtiments avec de petites unités de 3, 5, 10 hommes maximum, appuyés quand le temps le permet par des blindés, appuyés par l'artillerie russe qui évidemment joue un rôle fondamental dans cette guerre. Malgré l'apparition des drones, l'artillerie reste absolument stratégique et au cœur du champ de bataille. Et puis évidemment, ces équipes de dronistes FPV, russes comme ukrainiens, qui ont fait entrer cette guerre dans un nouveau paradigme et qui la rendent justement plus complexe, plus lente et plus dangereuse pour les hommes et pour les matériels qui y sont engagés. Donc ça, les Russes et les Ukrainiens l'ont bien compris des deux côtés. C'est la raison pour laquelle on a ce grignotage russe. Et c'est la raison aussi pour laquelle les Ukrainiens peuvent tenir depuis 2 ans dans cette zone du Donbass et ailleurs, parce qu'ils disposent d'une quantité de drones absolument phénoménale, qu'ils y sont très bien formés, qu'ils ont d'ailleurs été les pionniers en matière de drones dans cette guerre, et que l'usage des drones leur permet en partie seulement de compenser le manque d'hommes et le manque de blindés, le manque de munitions. Ajoutez à ça que la tactique, la stratégie de Volodymyr Zelensky et de son chef d'état-major, le général Syrski, toujours dans un but certainement de propagande et de guerre de communication, et de tenir systématiquement jusqu'au dernier Ukrainien, en sacrifiant via les morts et les prisonniers, des milliers de soldats ukrainiens pour gagner du temps, en espérant que la position américaine change et soit défavorable aux Russes, et que l'aide européenne se poursuive, s'intensifie et permette aux Ukrainiens de tenir. Évidemment, sur le champ de bataille, malheureusement pour eux, le tempo s'accélère au profit des Russes et les gains territoriaux vont certainement augmenter encore. Il faut rappeler que cette période est propice aux assauts parce que on a un brouillard qui est très intense, on a des conditions météorologiques qui se dégradent, notamment la température qui a commencé à nettement chuter et qui rend aussi l'usage des drones plus difficile. Les batteries, par exemple, des drones se vident plus rapidement, c'est plus compliqué de piloter des drones dans le brouillard et donc quand on a, ça c'est valable, ça gêne les dronistes russes et les dronistes ukrainiens, mais quand on a la supériorité en blindés, en artillerie et en hommes, évidemment,
on conserve, voire on accroît son avantage. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour les Russes. Autre question, à quoi a servi la rencontre Zelensky-Macron de ce lundi 1er décembre ? Alors il y a deux aspects dans cette rencontre. D'abord, c'est un aspect qu'on connaît, c'est le couple qui se touche, qui s'embrasse, la larme à l'œil, les déclarations grandiloquentes. Zelensky-Macron, qui adore être dans ses habits de chef de guerre. Pour l'un, on a l'impression qu'il essaie de faire oublier son passé d'humoriste en talons aiguilles et en pantalon de cuir, grimé en transsexuel. Et pour l'autre, il aime montrer qu'il exerce encore un pouvoir sur un sujet qui ne lui est pas contesté. C'est le sujet de la guerre en Ukraine et du soutien à l'Ukraine. Rappelons que sur ce sujet, l'intégralité des médias mainstream soutient et que ces médias se sont transformés en médias de propagande, multipliant, et vous le savez bien, chers auditeurs, les mensonges, les approximations et les manipulations médiatiques, y compris sur des choses très factuelles, sur le déroulé des opérations sur le champ de bataille, sur tout un tas de choses. Rappelons-nous que Bernard-Henri Lévy peut s'exprimer, chaque 2 semaines sur LCI en racontant que les Russes utilisent des cartes à puce de machines à laver pour équiper leurs missiles. Tout ça n'a jamais dérangé les médias mainstream. On est là dans de la pure propagande. Alors donc là-dessus, Macron joue sur du velours et il aime, je pense, pouvoir se montrer sur un sujet qui ne lui est pas discuté. L'autre chose, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important, c'est que sans le dire ou en le disant à demi-mot, ce qui s'est passé dans cette rencontre, c'est qu'ils ont annoncé que le plan présenté par les Américains aujourd'hui, et qui est le fruit, on va en reparler, vraisemblablement de pourparlers, de négociations avec les Ukrainiens il y a quelques jours, eh bien ne pourrait pas aboutir. Et pourquoi il ne pourrait pas aboutir ? Et ça, de toute façon, l'intérêt de cette rencontre, c'est qu'Emmanuel Macron l'a expliqué. Il a dit il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Et d'ajouter que les questions territoriales ne peuvent être tranchées que par le président Zelensky. En rappelant que les Européens devaient être autour de la table pour les négociations. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que le plan et la position des Européens et des Ukrainiens est de refuser pour le moment tout accord avec les Russes. Et l'objectif de cette rencontre était de montrer par cette nouvelle mise en scène, que la solidarité française et la solidarité européenne devaient permettre à l'Ukraine de dire non aux Russes, de dire non à Donald Trump, dans un premier temps pour gagner du temps, pour gagner quelques semaines de répit, et surtout pour s'organiser et pour continuer à soutenir l'Ukraine, quoi qu'il en coûte, non seulement dans les semaines, mais aussi dans les mois et les années qui viennent. Et ça, c'est très important, on va en reparler, mais cette rencontre a au moins eu un intérêt, c'est pour Volodymyr Zelensky, de montrer à la face du monde que le soutien européen était total et qu'il avait finalement les moyens de contester le plan, mais aussi de le rendre, inacceptable par les Russes, en expliquant d'ailleurs, par une raison de fond qui dépasse de bien loin l'accord qui est présenté aujourd'hui aux Russes, c'est que ce combat contre la Russie, de l'Ukraine contre la Russie, ils en font une question idéologique et quasiment spirituelle, et ils l'ont dit, c'est le combat de la démocratie contre la dictature. Voilà, donc c'est une thématique d'ailleurs typique des néoconservateurs, c'est toujours d'expliquer qu'il y a le camp du bien et du mal. Ça permet d'évacuer toutes les questions territoriales, la question des sanctions, les questions rationnelles, le sérieux de la géopolitique, le sérieux des relations internationales. On est là dans le bien et le mal, l'ange et la bête, et ça permet effectivement, en ramenant ça à une lutte fondamentale et je dirais extrêmement simpliste, en réalité d'exclure du champ de la réflexion toutes les autres questions qui pourraient, elles,
donner lieu à des négociations sérieuses, à des compromis de part et d'autre, et finalement à un accord. Par ailleurs, Charles, Steve Witkoff est aujourd'hui à Moscou. Cette démarche américaine a-t-elle une chance d'aboutir ? D'abord, rappelons qu'on ne connaît pas les détails des discussions entre Ukrainiens et Américains à Mar-a-Lago il y a quelques jours. On connaît les points de l'accord présentés aux Ukrainiens par les Américains et les Russes, mais cette nouvelle proposition, dans le détail, on ne la connaît pas. Ceci étant, si on se base sur les déclarations des uns et des autres, notamment des Ukrainiens et des Européens, on peut aisément imaginer que dans cette proposition que vient porter Steve Witkoff et Jared Kushner à Vladimir Poutine, les conditions ne soient pas réunies pour qu'il y ait aujourd'hui un accord de paix ou un début de négociation sur des bases sérieuses et concrètes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Européens et les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky, refusent toute concession territoriale à la Russie. Dans ce qui a été demandé et ce qui a été proposé par les Américains, c'est que les Ukrainiens se retirent des régions dans lesquelles les Russes sont largement entrés. Donc il reste, je crois, 1% de la région de Lugansk, il reste 20% de la région de Donetsk, il reste une partie de la région de Zaporozhye, de la région de Kherson, située sur la rive est du Dniepr. Et ça, pour les Ukrainiens, c'est tout à fait inenvisageable. D'abord parce que Volodymyr Zelensky se mettrait à dos un certain nombre de brigades et de mouvements politiques ultra-radicaux et nationalistes dont il ne peut pas se passer pour sa réélection. Il faut dire aussi que dans le plan, il y a une élection du président ukrainien qui est prévue immédiatement après, ou quasiment après la signature d'un accord de paix. Et Volodymyr Zelensky qui va s'accrocher à son siège de président, parce que comme pour Emmanuel Macron avec la présidence française, c'est le rôle de sa vie, il a absolument besoin de ces, et y compris d'ailleurs pour survivre, il a besoin de ne pas se mettre à dos ces brigades, ces mouvements nationalistes. Donc c'est tout à fait inenvisageable. D'autre part, parce que si il y a concession territoriale, même minime, de l'Ukraine à la Russie, c'est en réalité un camouflet, non seulement pour Volodymyr Zelensky, mais encore plus pour les Européens, parce que cette guerre contre la Russie, aujourd'hui on voit que l'Ukraine est bien plus qu'un proxy des Européens. Eh bien c'est une guerre totale, c'est une guerre idéologique totale. Je le disais dans la réponse précédente, lorsqu'Emmanuel Macron parle de camp de la démocratie contre la dictature russe, on voit qu'il en fait un combat idéologique fondamental. On n'est plus dans le rationnel, on est vraiment dans l'ego et dans l'idéologie. Cette idéologie aujourd'hui mondialiste, portée par l'Union européenne, elle a fait de la Russie l'un de ses ennemis prioritaires, auquel s'est ajouté d'ailleurs l'Amérique de Donald Trump, puisqu'il ne faut pas se leurrer. Emmanuel Macron, en parlant de Donald Trump, mais aussi de leaders conservateurs sur le sol européen, comme Viktor Orban, comme Matteo Salvini, comme le nouveau président polonais, avait parlé d'international réactionnaire. Donc on est là vraiment dans l'idéologie pure, on a quitté la rationalité de la géopolitique. Cet accord qui est présenté aujourd'hui par Steve Witkoff, je pense que les Américains savent qu'il n'est pas acceptable en l'état par la Russie. Volodymyr Zelensky, fort du soutien européen, a les moyens aujourd'hui, pense-t-il, de tenir tête aux Américains, de tenir tête aux Russes. C'était la raison de sa présence à Paris et de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Et il est vraisemblable que le plan aujourd'hui présenté par Steve Witkoff n'aboutisse en réalité à rien, ou en fait prolonge cette séquence de négociations, tantôt avec les Russes, tantôt avec les Ukrainiens. Il faut aussi souligner que si les Russes ont réussi à s'entendre avec les Américains sur un premier accord, c'est bien que Donald Trump a validé dans ses desiderata, ses revendications minimalistes des Russes, une forme de chemin vers un accord possible, que les Ukrainiens rendent compliqué, mais rendent compliqué à dessein, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt des Ukrainiens aujourd'hui de faire la paix. D'autre part, il faut aussi souligner que, c'est d'ailleurs rappelé
manière un peu alarmiste, voire très alarmiste par les médias mainstream, c'est que Vladimir Poutine aujourd'hui est en position, je dirais, ayant fait des concessions sur ce qu'il demandait à l'Ukraine via les Américains, il est en position de refuser une forme d'accord amoindri, renégocié par les Ukrainiens sur des choses qui lui paraissent tout à fait fondamentales. Il y a, dans l'accord présenté par les Américains, validé avec les Russes, il n'y a aucune revendication sur Kiev, il n'y a aucune revendication sur Odessa, il n'y a aucune revendication sur Kharkov. On est, je le redis, dans des gains territoriaux tout à fait minimes. Mais la question fondamentale et qui transparaît assez rarement finalement dans les commentaires qu'on peut suivre sur ces discussions, c'est la question des sanctions européennes. Et c'est peut-être là le point d'achoppement principal avec cette question des concessions territoriales, c'est que Vladimir Poutine ne peut pas accepter un accord dans lequel les Européens ne lèveraient pas les sanctions, notamment les sanctions financières, sur la Russie. Ça, c'est tout à fait inacceptable pour lui, et c'est vraisemblablement le levier qu'ont les Européens pour faire capoter l'accord, en dehors de rassurer Volodymyr Zelensky et de l'inciter, de l'encourager à tenir et à poursuivre la guerre. Le levier qu'ils ont, c'est de ne pas lever ces sanctions. Évidemment, ce n'est pas dans le pouvoir de Donald Trump, c'est la pleine décision des Européens, et les Européens le savent et se font très discrets sur le sujet. Bon, ils ont renforcé les sanctions sur la Russie depuis que les négociations ont démarré, il faut quand même le rappeler. Au moment où Donald Trump démarre des discussions et met la Russie sous pression, dans le même temps, au lieu de chercher un chemin de négociation et de pousser finalement à une voie qui permette un dialogue et une entente, les Européens ont renforcé leurs sanctions sur la Russie, ce qui prouve bien que leur intérêt, au moins à court terme, n'est absolument pas un accord entre Ukrainiens et Russes, aussi parce qu'ils sont persuadés, ils ont toujours cette grille de lecture qui tient compte d'une réalité qui n'est pas la bonne, c'est-à-dire qu'ils pensent toujours que l'Ukraine et les armées européennes, les pays européens peuvent défaire la Russie, soit sur le champ de bataille, soit sur le champ politique, soit sur le champ économique. Et tout ça, cette mauvaise analyse de la situation, eh bien, les pousse à espérer que l'Ukraine puisse défaire la Russie sur le champ de bataille, ou que, je dirais, la Russie puisse s'effondrer comme un château de cartes. Là aussi, la réalité, depuis 4 ans, démontre le contraire. Mais je le redis, comme on est dans de l'idéologie pure et simple, un peu comme certains leaders ou chefs militaires qui se sont trompés en sous-estimant systématiquement l'adversaire, on est exactement dans ce cas de figure. La réalité pour eux n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est, je dirais, de mener coûte que coûte, quitte à se jeter dans le mur et à se frapper la tête sur un mur en béton, de poursuivre cette guerre contre la Russie. Pour terminer cette émission, quel est l'enjeu des Européens dans ces négociations ? Alors l'objectif des Européens, il est triple. D'abord, il s'agit de ne pas s'attirer le courroux de Donald Trump. Ils savent que cet accord va à l'échec, puisqu'ils ont tout fait pour que cet accord soit inacceptable par les Russes. Mais ils ont besoin, ils font tout pour expliquer que Donald Trump est un faiseur de paix et que, je dirais, son action est extrêmement bénéfique. Ils savent exactement que Donald Trump va à l'échec sur ce plan de négociation, sur ce contre-plan ukrainien, ce qui d'ailleurs les arrange, puisque la prochaine séquence à partir de demain, je vous le donne en mille, c'est d'expliquer que les Russes sont entièrement responsables du rejet de l'accord et sont entièrement responsables de la poursuite de la guerre, alors que précisément, ils ont tout fait pour que les Russes rejettent cet accord. La troisième raison, c'est de continuer à exister. Il faut dire qu'ils ont été totalement sortis des négociations, contrairement au président turc, aux Émiratis, à un certain nombre de pays qui prennent une part active dans ces négociations. Les Européens n'existent plus dans ces négociations par leur faute, entièrement par leur faute, parce que contrairement à Donald Trump, qui peut dire qui reste le président des Américains au service des intérêts américains et qui a su trouver un chemin de discussion, de négociation avec les Russes,
Les Européens sont dans l'irrationnel. Ils ont renforcé les paquets de sanctions sur la Russie. Ils renforcent leur soutien à l'Ukraine au moment précisément où ils auraient dû peut-être un peu calmer le jeu et entrer dans une démarche de négociation, d'écoute et de dialogue avec Moscou. Tout ça, eh bien, ils en sont incapables. Emmanuel Macron a fait des pieds et des mains pour discuter avec Vladimir Poutine pendant 2 heures au mois de juillet. On voit que ça les rend malades de ne plus exister dans ce dossier ukrainien, en particulier le président français. Et via ce rejet de l'accord, eh bien, certainement qu'ils pensent que pouvoir obliger Donald Trump à les faire rentrer dans la partie de négociation, parce que précisément, en refusant de lever les sanctions européennes sur la Russie, en refusant de mettre cette levée de sanctions dans l'accord, en poursuivant et en conseillant Volodymyr Zelensky et quasiment lui ordonnant de ne faire aucune concession territoriale à la Russie, en demandant d'ailleurs, c'était l'objet de la rencontre, une partie de l'objet de la rencontre entre Zelensky et Macron à Paris, de renforcer les sanctions sur la Russie. Ils font tout pour se rendre indispensables et pour finalement forcer Poutine, mais aussi Trump, à reparler avec eux dans le dossier ukrainien. En conclusion de tout ça, ce qu'on peut dire, puisqu'on est non seulement à Moscou, mais aussi, vous le savez, sur le terrain, nous sommes d'ailleurs le seul média mainstream ou non à être sur le terrain, et à ne pas seulement commenter depuis Paris, c'est qu'on voit bien que l'armée russe n'a pas du tout ni l'intention, ni reçu les ordres, ni aucun signal évidemment de stopper, mais aussi de ralentir le rythme des opérations. Au contraire, les Russes sont en train d'intensifier leurs attaques. Ils sont en train de progresser sur un certain nombre de secteurs du front, notamment la région de Dnipropetrovsk, la région de Zaporozhye, où il y a des progressions assez spectaculaires. Et finalement, je dirais la conclusion de tout ça pour Vladimir Poutine va être que devant l'obstination des Européens et de Volodymyr Zelensky, il va accentuer la pression et il va les forcer à négocier pour éviter, pas pour éviter des pertes pour l'Ukraine, pour éviter la reddition pure et simple de l'armée ukrainienne, qui est certainement, du point de vue russe, envisageable une fois que les villes de Kramatorsk et de Sloviansk seront tombées, que le Donbass aura été pris dans sa totalité par l'armée russe, que l'armée russe va progresser sur d'autres secteurs du front, que l'armée ukrainienne va s'affaiblir de plus en plus. Il est vraisemblable du point de vue russe que les conditions soient plus favorables pour Volodymyr Zelensky, pour ses soutiens européens, pour négocier un accord sur d'autres bases, évidemment dans des conditions bien plus défavorables pour l'Ukraine, mais qui éviterait une défaite purement et simplement de l'armée ukrainienne, et une défaite, là, pas seulement une petite humiliation, mais une défaite totale, une humiliation totale des Européens qui se seront alors trompés sur toute la ligne depuis le début de cette guerre, et depuis d'ailleurs, il faut le dire, depuis 2014, que la position des dirigeants, d'un certain nombre de dirigeants européens depuis 2014 a toujours été, avec le soutien de l'administration américaine, de renforcer l'armée ukrainienne, de faire de l'Ukraine finalement un point de friction, un point de tension avec la Russie, dans l'espoir toujours non seulement de gêner Vladimir Poutine et la Russie, mais aussi de changer le régime à Moscou, tout simplement, et d'avoir enfin dans ce pays qui, je dirais, à la fois moderne et traditionnel, mais qui résiste au mondialisme, et bien de faire enfin céder ce pays qui résiste, pour pouvoir faire de la Russie l'équivalent d'un pays européen avec ces standards libéraux-libertaires que nous pouvons constater chaque jour dans les rues de Paris et dans les rues des grandes capitales européennes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de nous soutenir en faisant un don. À très vite. Merci beaucoup Charles, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.